bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on jase d'enjeux importants et intéressants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, une émission spéciale, on va parler avec Harold Veilleux, athlète master en dynamophilie, enseignant à la retraite, ancien enseignant d'éducation physique, c'est ça? Retraité depuis juin dernier. Depuis juin dernier. On va parler de ses exploits en dynamophilie, puis on va parler aussi du sport, de l'entraînement, de la performance, justement à la retraite. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Bienvenue premièrement, Harold. Oui. Pour les gens qui te connaissent pas, là, c'est quoi un peu ton parcours, toi, là, avant qu'on parle de dynamophilie, là? Tu sais, Moi, je suis originaire de Saint-Augustin. Puis lorsque je me suis marié dans le début des années 90, je me suis établi à secteur Mistassini. OK. Je suis un enseignant, j'ai été enseignant en éducation physique pendant pratiquement pendant 35 ans. Wow. Je suis retraité depuis juin. Je suis père de 4 enfants, ça pour moi c'est important, là. Enseignant, mes rôles enseignant, père, athlète. Puis récemment, avec la retraite, je suis devenu carrément un athlète à temps plein là, depuis juin. Là. Ouais, ça m'a permis de faire des belles réalisations. Là, Puis j'ai envie de continuer encore un petit bout, là, jusqu'à ce que mon corps me le permette. Ouais, t'as le dit. Nous, on parlait de dynamophilie. Avant de parler de ton expérience, là, c'est quoi la dynamophilie, pour ceux qui connaissent pas ça? Il y a des gens qui vont peut-être faire des liens avec l'haltérophilie parce que ça sonne pareil, mais c'est relativement différent. Là. C'est un sport de force, un peu moins technique. L'haltérophilie est un peu plus technique, beaucoup plus au niveau de la puissance, beaucoup plus axé sur la force là, pure. Là. Ouais. 3 levées. Okay. Puis c'est très simple ce sport-là, c'est que t'as 3 essais dans chacun des levées. Puis ils vont garder le poids, le plus haut total de poids réussi. On additionne les charges en kilos. Et le gagnant, c'est celui qui a le plus gros total. Ça se fait dans des catégories de poids, bien entendu. Okay. Un peu comme en boxe. Moi, je suis dans les catégories 120. Moi, il y a 8 catégories. OK. Puis c'est ça. Puis ce qui est vraiment pertinent, puis ce qui fait que c'est un sport qui est motivant pour beaucoup, c'est que il y a des classes d'âge. Okay. Tu peux avoir une classe sous-junior de 18 ans et moins. T'as la catégorie open, c'est les hommes là, en pleine maturité, là, 25 à 40 ans. Puis ensuite, après 40 ans, t'as les Masters 1. OK. À 50 ans, tu peux toujours compétitionner. Tu es dans la classe d'ordre des Master 2. Moi, j'ai commencé ma carrière comme Master 2. Il y a les Master 3 et 4. Okay. Moi, je suis dans les Master 3, j'ai dans les 60-69 ans. Maintenant, quand même. Puis comment c'est rentré dans ta vie, ça? Parce que moi, je vois pas de centre de dynamophilie dans le coin. Tu sais, comment t'as découvert ce sport-là, toi? Ben, c'est lié, c'est des sports squat, là. Ouais. C'est des sports de musculation, bench press, soulevé de terre. C'est des sports qui se fait dans les gymnases, là. Finalement, dans les salles de musculation. Okay. Puis moi, j'ai toujours adoré m'entraîner. Je m'entraîne depuis que je suis tout jeune, puis je faisais ces sports, ces levées-là. J'ai toujours essayé d'améliorer ma technique parce que ça doit se faire selon des techniques parce que sûrement tu peux les risques de blessures peuvent devenir majeurs. Je me suis entraîné, moi j'étais très sportif. Je m'entraînais 2-3 fois par semaine pour garder la forme. Je suis un prof, j'ai un bac en éducation physique, donc pour moi l'importance de se tenir en forme, d'être actif physiquement. Puis je pratiquais le hockey, le tennis. J'étais pas quelqu'un de vraiment performant, mais j'adorais faire ces sports-là. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait plusieurs sports. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a mon jeune qui avait 12-13 ans, puis il voyait, moi je m'étais équipé dans mon sous-sol à un moment donné parce que j'avais, c'est pas à cause du temps, j'avais ma famille, j'avais 4 enfants. Ben oui. Puis à un moment donné, à 12 ans, mon garçon m'a demandé est-ce que tu peux m'entraîner? Puis là, j'ai commencé à, selon ce que j'avais comme connaissance, j'ai enseigné les mouvements de base de la musculation. Puis je me suis aperçu qu'il devenait très, très performant avec les années. Il était très discipliné, le jeune. OK. J'avais un ami, Stéphane Chiquette, qui, lui, pratiquait ce sport-là dans le début des années 2000, je dirais plus 2005-2010, autour de ces années-là, avait pratiqué, puis il avait vraiment bien performé.
À un moment donné, je l'appelle, j'ai dit hey, j'ai un gars qui est performant, puis il est compétitif, j'aimerais lui faire essayer peut-être une compétition. OK. Il dit va voir sur tel site, tu vas voir selon ses performances s'il peut. Puis effectivement, il était pas mal dans les targets pour être pour être un très bon powerlifter dans les 18 ans et moins. OK. Fait sa première compétition, il était remarqué à cause de son jeune âge. Il avait 14-15 ans. Puis il continuait à s'entraîner, il adorait ça. Puis moi, je le coachais, je lui donnais toujours des petits trucs. Bon, j'essayais de l'aider à s'améliorer. Mais il est venu très bon. Championnat québécois, championnat canadien. Wow. À un moment donné, il me dit, je lui donne un conseil, puis il me dit, ouais, mais va donc sur une plateforme, tu vas voir que les conseils, là, c'est pas juste ça, là. Il dit, va l'expérimenter vraiment, c'est quoi une compétition sur une plateforme quand t'as 3 juges qui... Ça m'avait fouetté. J'ai dit, OK, je vais te montrer que je suis quelqu'un de capable. Ah, wow! Je me suis inscrit à ma première compétition, puis j'y avais prouvé que j'étais capable. C'est comme ça, en fait, que je me suis vraiment initié à ce sport-là. J'avais 52 ans. Puis là, tu as réalisé que t'aimais ça, mais que t'étais bon aussi, là. À partir de ma 2e, 3e compétition, j'ai eu un record canadien au squat. Oui, j'ai réalisé que j'avais du potentiel, là. Mais tu sais, au niveau québécois, là, j'étais probablement dans le meilleur au début. Mais tu sais, au niveau canadien, il fallait que je travaille là, pour essayer d'aller chercher un titre, là, parce que j'ai déjà arrivé 2e ou 3e en 2017, je pense, au championnat canadien. Puis, j'ai continué à m'entraîner, puis ça allait vraiment bien. Le problème, c'est que en 2019, je me suis aperçu que j'étais rendu des 6 meilleurs au monde, selon les résultats, parce que sur un site Internet, il y a comme une classification des athlètes, parce que toutes les fédérations envoient ça à cette banque de données-là, et c'est facile de voir les résultats puis les résultats des autres. Donc, je dis, wow, 6e, mais je pense que je vais essayer, tu sais. De pousser. De continuer à pousser. Puis me rendre à un podium. J'ai dit, wow, peut-être un podium championnat du monde, tu sais. Mais la pandémie est arrivée. OK, ben oui. Puis là, j'avais 56, 57 ans. Puis là, tu sais, je savais, là, ça m'avait vraiment affecté parce que je me suis dit, ah non, mes chances de devenir sont... Mais à un moment donné, j'ai un de mes amis, à un moment donné, qui l'a dit, il dit, ouais, mais dans les M3, là, si t'attends encore 2-3 ans dans les M3, là, puis si tu continues à lever ce que tu lèves, tu vas probablement devenir un excellent, puis tu vas avoir des chances d'aller chercher ton titre de championnat du monde que je convoitais, là. C'est ça qui est arrivé. Mais lui, il m'avait dit ça en rien, il va dire, en vieillissant, normalement, les performances, ils baissent. Mais tu sais, je l'ai confondu parce que mes performances, ils ont augmenté. Ah ouais. Tu sais, je suis plus fort à 60 ans que je l'étais à 52, 53, 54 ans. Fait que là, tu vois, t'es quand même compétitif, là, parce que tu sais, tu commences à faire ça, tu vois que tu veux les bons scores, mais là, tu vises quand même les podiums. Puis là, comment ça fonctionne? Tu t'inscris au championnat du monde ou tu sais, il faut quand même que tu fasses tes preuves, j'imagine, pour pouvoir te dire, là, ben là, je vais aller au championnat du monde. Il faut que quelqu'un te dise, OK, tu peux y aller. Hein. Okay. Moi, je fais partie de la Fédération québécoise de dynamophilie. Ouais. C'est au niveau provincial. Tu dois devenir membre, t'inscrire. Puis tu dois faire un régional. C'est une compétition locale là, tu peux aller le faire un peu partout au Québec. Pour te qualifier, tu as des standards de qualification à réaliser pour faire un provincial. Okay. Si j'atteins les standards de qualification, je fais le provincial. Puis si, comme moi, j'ai gagné pratiquement tout le temps au niveau provincial. Puis après ça, il y a des standards de qualification pour faire des championnats canadiens. OK. Là, tu fais un championnat canadien. Puis le premier, dans chaque catégorie d'âge et de poids, a le droit d'aller au championnat du monde. Fait que tu dois gagner. Je dois être le meilleur au Canada pour participer au championnat du monde. Puis à quel moment tu y crois et tu fais hey, je suis capable, moi, je vais l'avoir. Hein? Non, mais ça doit être un sentiment particulier de dire là, je suis le meilleur au Canada. Là. Oui, c'est le fun. Ouais. Oui.
C'est un bon feeling. Ouais. C'est un feeling au niveau de l'estime, là. Je te dirais que c'est cool. En février dernier, je suis allé faire le championnat au niveau canadien. Ouais. Puis c'était ma première compétition comme M3, Master 3. Puis j'ai tout rasé, là. OK. J'ai battu record squat, record canadien squat. J'ai battu record canadien au deadlift, au total. J'ai battu des records canadiens. Puis j'ai été le premier. Puis je me suis aperçu là, que de tous les athlètes de 60 ans, de tous les temps, j'ai été le meilleur parce qu'il y a une formule qui permet de donner, peu importe les classes de poids, qui donne une cote qui permet de vraiment coter les athlètes, peu importe ton poids, parce qu'un gars de 140 livres pourrait pas performer avec un gars de 220 livres, mais il y a une formule qui permet de mesurer. Un peu de montrer. Moi, je me suis aperçu qu'après cette compétition-là, que le résultat que j'ai obtenu, tac, Harold Veilleux, champion de tous les temps, toute catégorie de poids confondus. Et ça doit faire... Ça a été un beau wow. Ben oui. C'est ça qui m'a permis, là, parce que j'ai fait une entrevue là, un mois plus tard oui, avec vous. Là, c'est ça qui m'a permis de dire ouais, ben là, je pense que c'est le temps là, de faire. D'y aller, là. D'y aller. Puis là, ça a donné que je tombais à la retraite en même temps. Puis ça t'a permis de donner un plus parce que ça t'a permis de raffiner ton entraînement, j'imagine? Oui, vivre comme un athlète, là. Ouais. Au niveau de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la qualité de sommeil, les heures d'entraînement, ou c'est sans stress. Ouais. Ah oui, ça m'a vraiment aidé. Là. Fait que là, le championnat du monde est en Afrique du Sud, c'est bien ça? Le championnat du monde a été en Afrique du Sud en 2024, mais j'ai fait un championnat avant nord-américain. OK. Ça s'appelle le NAPF. Là. C'était au niveau de la... C'était en Arizona. OK. À Phoenix, en Arizona. La raison, c'est que mon garçon, il m'a dit, mon coach m'a dit, parce que, tu sais, il y avait des coups, là. Mais il dit, fallait deux. Puis, tu sais, fallait deux parce que, en Afrique du Sud, avec le décalage horaire, puis, tu sais, les heures d'avion, l'énergie. Oui. Le niveau de performance, j'étais pas sûr là, d'atteindre. Ouais. Tandis que en Arizona, tu as un petit 6 heures d'avion, de 3-4 heures, 3-4 jours pour récupérer à l'hôtel, puis j'arrivais prêt. Puis j'ai bien fait parce que c'est une compétition IPF, une compétition au niveau international. Okay. Donc mes records ont été vraiment homologués, mes records du monde. Là, tu as gagné nord-américain. J'ai gagné nord-américain, puis c'est là où j'ai battu mes records du monde. Mais quand tu arrives là tu sais, au Québec, tu connais le monde, ça parle français, au Canada. Mais là, tu sais, t'arrives, il y a du monde de partout en Amérique du Nord, tu sais, tu dois voir du monde faire, oh, lui, il doit être, tu sais, je sais pas, tu dois, juste avant la compétition, là, tu sais, ça doit un peu, sans me dire, ça te jouer dans la tête, mais il faut que tu aies quand même aussi un mental du tonnerre, là, à ce niveau-là, là, pour être capable de faire, là, oh, écoute, c'est moi qui va sortir le meilleur du site, là. Oui. Ça s'apprend. Ouais. Gestion du stress, gestion de... Ça s'apprend, puis j'ai eu des bons coachs, puis je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est mon garçon. Ouais. Parce que lui avait déjà, en 2017, fait un championnat du monde comme junior, 18 ans et moins. Ouais. Puis il avait gagné, lui, il était allé à Minsk, en Biélorussie. Ah oui? Quand même. Puis en fait, c'est lui, l'aspect mental, là, j'ai beaucoup appris de lui, là. Honnêtement, là. C'est devenu mon coach. Là. Ah oui? Ah oui. C'est mon gars est devenu mon coach. C'est une belle histoire de famille, quand même. Si j'avais... J'ai... peut-être il y a 1 an et demi, j'ai fait une compétition à Saint-Hyacinthe. Ça s'appelle un central. J'ai fait un squat de 275. J'avais 59 ans. 275 kilos, presque 610 livres. Après ce squat-là, j'étais tellement heureux là, parce que je me disais c'était impossible qu'un gars de 60 ans, de près de 60 ans, lève ce poids-là. J'ai venu tout excité, je manifestais, mais j'avais oublié qu'il y avait 2 autres levées. Ouais. Puis j'ai comme perdu mon focus. Puis le lever suivant, qui est le bench press, là, j'ai fait des erreurs techniques.
j'ai fait des erreurs techniques. Fait que même si j'avais réalisé un squat, là, c'est là que j'ai appris comment rester focus, comment rester... Puis lui, il a fait une compétition peut-être 2-3 mois plus tard, puis je le voyais aller sur son calme, il faisait son lever, le calme. Je reste calme, toujours. Puis en le voyant aller, j'ai dit, c'est ça. C'est l'erreur que j'avais faite là. Ouais. Là, je ne vais plus la refaire. Là. Ouais. C'est l'art de rester calme, craqué. Ouais. Puis c'est lui qui me l'avait appris. C'est hot. Fait que là, après ça, c'est l'Afrique du Sud. Après l'Arizona, qui était en août, il y a eu l'Afrique du Sud qui était début octobre. Puis là, comme tu dis, ça coûte quand même c'est des frais, là. C'est toi qu'il faut qu'il te finance. C'est un sport amateur. Ouais. C'est un sport amateur. L'Arizona, je l'ai pris comme une vacance. Là. Je suis parti avec ma femme, puis c'est beau l'Arizona. Il fait chaud là en passant. Là. Ouais. C'était toujours des 35 à 40 degrés, là, non-stop. Là. 30. La nuit, c'était 32, 33. Ça montait jusqu'à 45 degrés des fois. Ouais, j'ai pris ça comme des vacances. Mais l'Afrique du Sud, là, j'avoue que, tu sais, au niveau budget, ça faisait mal un peu, là. Tu sais, je me disais, je suis un monsieur de 60 ans, j'ai dit, ça me tente pas un enseignant retraité, ça me tente pas de commencer à faire des commandites. J'ai dit, je vais le prendre sur mon bras, je vais aller un petit peu dans la marge de crédit, puis go, j'y vais, là, peu importe, là, puis je m'organiserai après, là. Puis quand tu as décidé d'y aller, là, la compétition est dans combien de temps? C'est dans 1 mois? C'est dans 2 semaines? Tu sais, au moment où tu dis, OK, je vais, j'ai mon billet d'avion, je t'inscris tout, là, tu sais, je dis, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu dois, je sais pas moi, perfectionner ton entraînement en disant, tu sais, pour être prêt à la compétition qui est dans tel temps avec le voyage d'avion, tout ça, il faut que tu te prépares, là. Je suis coaché. Ouais. Puis tout de suite en arrivant de l'Arizona, j'ai pris une semaine off pour réparer parce que ça a accumulé pas mal de fatigue. Puis j'ai repris l'entraînement avec le même mindset. OK. Puis j'ai dit, j'y vais. Puis je me faisais suivre par mon coach. Puis je l'ai fait. Ça a été beaucoup plus dur parce que la fatigue, c'était beaucoup plus dur de faire la préparation. Il y a le 2 mois entre les deux parce que il y avait eu une fatigue d'accumuler avec le. Mais je l'ai fait puis ça a fonctionné. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile en Afrique du Sud, c'est le décalage horaire. Ouais. Il aurait fallu, moi je suis arrivé peut-être 2 jours et demi avant. Il aurait fallu que j'arrive facilement. C'est une semaine. Un bon 5-6 jours là, pour m'adapter, m'acclimater au décalage horaire. Ouais. Tu sais, je levais à 2h du matin. Ben oui, c'est ça. Mon corps, là, je sentais quelque chose de bizarre, il comprenait pas. Là, quand t'arrives en compétition, là, c'est-tu intime ou tu sais, c'est plein de monde, puis il y a une foule, puis tu sais, t'as les gens de partout à travers le monde. Tu sais, toi, tu sais, je veux dire, c'est un réseau, il y a des gens que tu reconnais, tout ça, mais là, quand t'arrives là, je veux dire, là, ça doit être un peu intimidant. C'est vraiment le fun. C'est un plaisir, là, parce que tu regroupes des athlètes qui partagent la même passion. Là. Ouais. Ah ouais, qu'il y a des belles discussions. Là. Ah, que c'est le fun. Puis tu rencontres des noms parce que, tu sais, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait les performances de tout le monde. Puis on se demande d'amitié, on va se suivre sur Instagram, puis on se connaît, là. Puis on rencontre, j'ai déjà parlé de David Ricks, là, qui est vraiment le grand champion des Masters. Lui, il est dans les 93 et moins. Là. Okay. Le gars, il lève depuis 40 ans, puis il continue à performer. Puis c'est des performances qui l'approchent un peu des catégories open. Là, il vient encore à côté, le gars, à 60 ans, des jeunes de 25-30 ans. Okay. C'est exceptionnel. Puis quand j'ai rencontré, puis j'ai eu une discussion, puis on s'est facilement liés d'amitié. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. Là. Tu rencontres un peu ton idole. Là, puis, parce que ce qui arrive aussi, ce sport-là, avec les chaînes YouTube, il y en a qui sont suivis par des centaines de milliers de
de lovers. Des fois, ils ont des chaînes puis des Instagram de suivi de 1 million. Là, tu sais, puis tu rencontres là, c'est comme un peu des vedettes, puis c'est le fun. De toi, quand t'arrives là-bas, t'es-tu connu? T'es-tu reconnu? T'es-tu une vedette? On te demande-tu, tu sais, je veux dire, tu te vois avec des t-shirts avec ta face dessus? Ben là, c'est ma première année comme championnat, mais au Canada, oui. Oui? OK. Ouais. Ah, c'est drôle, là. J'ai une anecdote que je me rappellerai toujours. Parce que la première journée, je suis arrivé à l'hôtel en Arizona. On va déjeuner, c'était un gros brunch. Puis à un moment donné, j'avais le kit de Team Canada, puis je rencontre quelqu'un qui avait le même kit que moi. Je présente, puis tout, puis je m'appelle Harold Veilleux. C'est toi, ça! Oh non! T'es mon adversaire, puis ouais. Non! Tu sais, en voulant dire, je pourrais jamais faire ce que tu fais, là. Ah, OK. C'est au Canada, là, je commence à être... Puis, tu sais, au Québec, ça fait quand même un bout de temps dans les catégories master. Là, j'ai été toujours dans les 50 ans et plus. Je me suis fait battre l'an passé par un jeune qui est arrivé, là. Mais, je commence à avoir une certaine... Puis là, quand t'es là-bas, là, la compétition commence, tu dois être un peu nerveux. Je sais pas où t'es bien focus, puis tu y vas, puis... Tu sais, tu regardes-tu ce que les autres font, ou toi, t'es juste concentré sur ta performance à toi? Parce qu'à quelque part, tu te bats contre toi-même, là. Oui, t'sais? Ma performance. Oui, c'est ça. Absolument. Comme en Afrique du Sud, j'étais coaché c'était un coach anglophone, c'était pas mon coach du Québec. Puis il y avait 3-4, il devait s'occuper de 3-4 autres athlètes de catégories de poids différents. Puis là, au début, il y avait une discussion, puis c'était en anglais, puis non. Moi, je parle bien anglais, mais des fois, ça demande quand même un effort. Oui, puis les accents aussi. J'ai mis mes écouteurs, je m'y suis mis de la musique, je vais faire mon warm-up. Puis j'ai dit non, tu m'appelleras quand ça va être le temps de faire mon warm-up. Je cherche vraiment à focusser sur la performance. J'essaie d'éliminer toute distraction. C'est ça qui rapporte. Puis avant que ça commence, est-ce que à quelque part, tu le sais ou tu penses que tu as des chances de gagner? Tu sais, dans ton état d'esprit, là, où tu te dis, écoute, on y va comme on y va, puis on verra. Ben, moi, j'allais là pour gagner. Pour gagner. Je savais que j'avais des bonnes chances parce que j'étais coté premier. OK. Il y a un système de cotation. Il y avait un Norvégien qui pouvait être dangereux. Il fallait pas que je fasse des erreurs. Puis je savais que si je réussissais mon premier squat, mon squat est vraiment mon levé. C'est là où tu performes le mieux. Si je réussissais mon premier squat, je savais que j'avais des très bonnes chances de gagner. Mais il y a une pesée, là, 2 heures avant la compétition. OK. Puis là, je rencontre ce Norvégien-là. Il était juste à côté de moi. On s'est fait un petit signe. Puis là, je le regarde. Le gars, il m'impressionnait. Ah ouais? Coffré, tu voyais qu'il était fait fort. Je me disais, crème, faut que je batte ce gars-là. J'ai eu comme des doutes, là. Il me semble qu'il était plus, il avait une plus grosse musculature que moi, puis il était vraiment imposant, là. Il dit, faut que je batte ce gars-là. Je l'ai battu. Wow! Puis là, tu fais, tu sais, est-ce que c'est un levé à la fois, puis tu regardes ce qui se passe, ou toi, tu fais tes affaires, puis à la fin, on te dit, hey, t'as gagné. C'est quel moment où tu le sais que t'es le champion, là? Puis comment tu te sens à ce moment-là? Tu fais le squat, tu fais tes 3 essais. Là, c'est sur des télévisions, là, tu vois les résultats. Tu vois ton classement. Tu fais ton bench à peu près une heure plus tard. À peu près 1 heure entre les deux. Okay. Il y a à peu près 1 heure entre les deux. Permettre à une autre équipe, une autre vague, il appelle ça un autre flight de se faire son échauffement pour aller compétitionner. Okay. Ensuite, tu fais ton dernier levé, ton deadlift, puis le coach, puis on peut le voir par les écrans de télévision, le score. Puis souvent, à la fin, moi, ça m'est pas arrivé, là, parce que je savais qu'avant, si je réussissais bien mon squat, que j'allais être très, très dur à battre. Puis j'ai bien réussi mon bench press, puis mon deadlift. Mais ça arrive, souvent, ça se détermine au dernier levé, au deadlift. Là. OK. Il faut que tu mettes des charges. C'est là que tu vois que c'est vraiment un sport, là.
Il faut que tu joues. La stratégie. Il y a de la stratégie au niveau du coaching, puis quel poids, ben le poids, faut que tu le réussisses. Ah oui. Puis si tu mets trop haut, tu vas le rater. Si tu mets trop bas, ben tu n'auras pas ton classement. Pas à 7 points, oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est ça qui fait que c'est un beau sport. Là. Puis là, au moment où t'as fini, tu sais que tu gagnes, comment tu te sens? Tu sais, je veux dire, là, t'es là. Ta famille, étais-tu avec toi ou t'étais seul avec ton coach? Ta femme? Ma femme, puis il y avait un autre couple de Québécois, là, que j'ai beaucoup apprécié. Là. C'était juste avec eux autres qu'on parlait français. Là. Ouais. Puis, on a eu une belle célébration. Ouais. C'était le fun. Ah oui, tu sais, tu devais tellement être fier de toi. Ah, puis, oui. Ouais. Le lever en Arizona, là, ça a été un peu l'ultime parce que je m'attendais à battre le record squat puis le record total. OK. J'allais là pour ça. Mais pendant mon entraînement, mon deadlift, j'avais beaucoup de la misère avec ce lever-là pendant mes entraînements pendant l'année. Mais on dirait que dans le dernier mois, mon deadlift montait. Puis ça allait de mieux en mieux. Puis, à un moment donné, j'ai réussi mon deuxième deadlift. Ça m'a donné le record total. Donc, j'avais le record du monde total. Il me restait un levé. Puis là, le record total était de 280 kilos. Le record du monde au deadlift, excusez, était de 280 kilos. Là, j'ai dit, mets 280,5, je vais chercher ce record-là. Il dit, jamais 203. On est là J'y pour vais ça. all-in. Là, je vais là, puis j'ai jamais levé plus que 272 dans ma vie. Puis là, je vais lever, puis j'avais 50, j'étais dans... Ouais. Puis là, je vais lever à 60 ans, 280,5. J'avais jamais levé. Je vais là, je le tire, je lève, aucune faute technique. 3e record du monde. Puis là, ce qui était fascinant, c'est que le juge qui nous envoyait, il y avait un genre de juge qui contrôlait les allées, ça lui appartenait le record. Ah, ouais. Ouais. C'est quand même Le gars, beau. il l'avait fait il y a 3 ou 4 ans. Puis là, après, là, je vais lever, je célèbre, je donne la main au coach, puis les coachs, puis là, le gars, il me prend dans mes bras, c'est beau, tu m'as battu. Oui. Ben, je te dis, les larmes me coulaient. C'est sûr. Ça, c'était, là, cet événement-là, là, ça va toujours rester marqué. Les larmes me coulaient, puis j'avais aucun contrôle, là. J'avais battu le record, puis le gars était là. Il était là. C'est vraiment une belle histoire. Ça fait des moments là, magiques. Là. Oui. Ouais. On va s'arrêter là 1 minute. On prend une pause, mais restez avec nous. C'est vraiment un super témoignage. À tout de suite. Donc, moi, mon nom est Amélie Fortin. Je suis propriétaire de l'entreprise Tapo Ton Fruit. Donc, propriétaire et fondatrice de l'entreprise. Tapo Ton Fruit, en fait, c'est une entreprise qui est située à Dolbeau-Mistassini qui œuvre dans la fabrication de soins cosmétiques. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bleuet sauvage et, entre autres, ses propriétés antioxydantes pour faire des soins pour le visage, pour le corps. On a une gamme de 9 produits pour le moment. Donc, ça va par crème pour le visage, lait nettoyant, crème pour le corps, des exfoliants, des masques, toute une gamme, en fait, assez complète là, pour le corps. Pourquoi on fait des cosmétiques? En fait, c'est entre autres pour mettre en valeur la beauté naturelle des femmes, pour que les femmes utilisent nos cosmétiques puis qu'ils s'offrent un moment à elles, que les femmes puissent se trouver belles en utilisant nos cosmétiques. C'est sûr que nous, en tant qu'entreprise aussi, au départ de l'entreprise, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple, évidemment, de s'installer dans des grands centres comme à Montréal, par exemple, pour la proximité qu'on avait avec les laboratoires, la proximité avec nos fournisseurs de matières premières, ces choses-là. Mais pour nous, c'était très, très, très important, en fait, de revenir s'installer ici. Puis je dis revenir parce qu'à ce moment-là, j'habitais pas dans la région. Mais j'ai décidé de venir implanter l'entreprise vraiment à Dolbeau-Mistassini parce qu'évidemment, oui, on met en valeur le bleuet sauvage, puis je voulais me rapprocher de
de ma matière première, si on veut, mais aussi parce que c'est important pour moi d'avoir une entreprise à Dolbeau-Mistassini, de faire une différence dans mon milieu avec mon entreprise, parce que oui, on peut faire une différence en tant que personne, mais je pense qu'aussi en tant qu'entreprise, on peut avoir une énorme différence au niveau de l'achat local, donc pour moi, c'était vraiment important. En tant qu'entreprise locale, on essaie de toujours soutenir notre milieu le plus possible. Évidemment, on est une jeune entreprise, donc on y va dans ce qu'on peut faire. Souvent, l'alternative qu'on va avoir, c'est qu'on va offrir des produits, donc pour des causes ou pour plein de choses, en fait, qu'on trouve important. Donc, c'est sûr que de soutenir nos organismes, soutenir les causes ici, ça reste excessivement important pour nous dans la mesure du possible. L'achat local, en fait, c'est un peu de développer le réflexe de penser localement à qu'est-ce qui s'offre à nous quand vient le temps de consommer quelque chose. Que ce soit un produit ou service, peu importe, mais de vraiment avoir cette habitude-là, ce réflexe-là de penser localement. Parce qu'on a vraiment une très belle offre ici, mais parfois, il faut prendre le temps de la connaître aussi, cette offre-là. C'est que si on veut continuer à avoir une belle offre ici, dans notre milieu, bien, il faut l'encourager, il faut y participer. Parce qu'après, c'est une roue qui tourne aussi. Si on ne consomme pas ici, bien, l'offre va diminuer. Plus l'offre va diminuer, moins on va avoir envie de consommer ici. Et c'est une roue sans fin, selon moi. Donc, je pense que c'est ça, c'est excessivement important. En consommant local, on achète directement, on contribue directement au projet de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui décide d'ouvrir une toute nouvelle boutique, quelqu'un qui décide d'ouvrir une bannière, quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant, d'offrir un nouveau service. En consommant ou en achetant dans ces endroits-là, en fait, on participe concrètement à la réussite du projet de la personne, en fait, de l'entrepreneur derrière. On le sait que le temps des fêtes, c'est une période excessivement importante pour beaucoup d'entreprises d'ici, beaucoup d'artisans d'ici. Donc, je vous invite à développer ce réflexe-là, puis à acheter local vos cadeaux. Puis en achetant local, ce qui est beau avec ça, c'est que vous n'allez pas seulement faire un cadeau, vous allez en faire deux parce que vous allez en offrir un à la personne à qui vous offrez le cadeau, mais vous allez aussi en faire un à la personne à qui vous procurez le cadeau. Donc, c'est super positif. Au final, on fait deux cadeaux à la fois, puis ça fait plaisir à tout le monde. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, je viens du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je finis de travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.
Aujourd'hui, on parle avec un maître dynamophile, Harold Veilleux. Tu viens de nous raconter tout ça, ton championnat du monde, devenir master. Puis là, quand tu reviens au Québec, là, tu sais, nous, on est fiers de notre monde, mais tu sais, quand tu reviens dans ton coin, tu ramènes aussi beaucoup de fierté. Tu sais, les gens sont fiers de toi. Je regardais les articles, les entrevues que tu as vécues. C'était comment ton retour? Tu sais, quand tu reviens dans ta communauté, dans ta petite vie normale, là, tu sais, c'est quoi le rapport que le monde a avec toi? Tu sais, parce que il y a des gens qui devaient douter de toi. Là. Il y a des, tu sais, c'est pas tout le monde qui vont voir le gars de Mistassini, il deviendra pas chanteur. Comment, c'est quoi ton rapport avec tout ça? Tu sais, la célébrité aussi, là, de devenir... Ça, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. C'est sûr que quand j'allais faire l'épicerie, j'allais à la boucherie, oui. C'était tout le monde t'en parle, impressionnant. Là, ouais. Oui, je trouvais... Oui, c'est le fun, mais je te dirais, là, honnêtement, là, moi, j'avais envie de reprendre la routine. OK. Tu étais fier de toi, mais c'était pas pour le monde. C'était vraiment un combat contre toi-même. Là. Moi, j'avais quelqu'un, là, j'avais 2 3 qui disaient « Hey, appelle Radio-Canada, appelle, ça va... Oh. » Tu sais, où là, il y en a qui faisaient des posts sur Facebook, tu sais, ça me touchait, là. Non, parce que ce qui m'a rendu là, moi, ce que je me suis appris, ce que je suis rendu là, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris une décision. Je vais m'isoler, je vais m'entraîner, je vais me faire mal, je vais être toute seule, je vais me faire guider par un coach. Puis, c'est le plaisir, là, c'était ça. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pas pour la notoriété. J'avais envie de revenir dans la routine parce que ce qui m'a apporté ça, c'est les efforts. Ouais. Puis tu sais, c'est la discipline. Oui, c'est la discipline, mais quand tu as le but, là, puis tu dis tu veux aller là, tu sais, c'est pas... c'est les efforts que tu veux. Les efforts, oui, tu sais, des fois, il y a de la douleur parce que c'est des charges, que là... Mais ça devient presque un plaisir, là. Ouais. Moi, j'avais envie de ça, puis ça me tentait pas trop là, d'embarquer dans les... Je trouvais que c'est des distractions. Ouais, je comprends. Moi, j'ai envie, là... Je voulais pas... Moi, je disais que je voulais faire ça juste réaliser mon rêve, puis arrêter, là, parce que, tu sais, je sais que mon corps, ça peut s'arrêter. Là. Ben oui, ben oui. Mais là, avec ce que j'ai vécu, c'est comme, je voudrais le revivre, puis je dis, ah non, mais tu savais-tu que le prochain APF, il était aux îles Caïmans? Non, ouais. Ça commence à être intéressant. Ouais, je pense que je vais me renseigner une autre année. Mais j'avais pas envie là, de... Moi, la raison pour laquelle j'ai venu ici, c'est parce que tu voulais en apprendre sur les performances au niveau. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Transmettre. Qu'est-ce qui fait que tu peux atteindre des performances à un âge plus avancé? Là. Parce que ça prend un autre type de discipline, tu sais, à cet âge-là. Mais avant, j'ai une précision que j'aimerais faire sur un peu la première partie de l'entrevue. Tu sais, tu me parlais qu'il y a 3 levées, donc il y a squat, il y a bench, puis deadlift. C'est quoi la différence technique entre les 3? Juste pour me faire une idée mentale, là, moi qui connais pas beaucoup ça. Là. Le squat, c'est que tu as une barre sur des racks, tu te la mets sur les épaules, tu sors, tu recules avec, et tu dois t'accroupir complètement avec et te relever. Avec la charge. Le squat, là, en français, là, si tu cherches, ça fait accroupi. Tu t'accroupis, tu te lèves. Tu dois dépasser un 90 degrés d'inclinaison de tes jambes. Il y a beaucoup de points techniques. OK. Puis tu dois casser le parallèle. Tu dois pas bouger tes jambes. Puis tu peux pas... Ta barre doit pas faire de mouvement descendant. Il y a plein de détails techniques là, que tu maîtrises avec le temps. Là. OK. Puis au niveau du bench, t'es couché sur un banc. OK. Tu prends une barre. T'es couché, tu prends une barre. Tu la redresses, puis il y a un arbitre qui va dire « Start », tu la descends à la poitrine, il va dire « Press », tu la montes. OK. Ça, puis il y a des détails comme moi, lorsque j'avais fait mes fautes techniques, j'avais juste levé mon pied un petit peu. Puis ma tête avait levé un petit peu du banc. Beau levé. J'avais perdu beaucoup de points à cause de ça. Il faut que tu respectes beaucoup de points techniques. Il faut que tu sois vraiment focus. Puis c'est sûr que c'est
plus la charge est lourde, plus le risque de faire des fautes techniques, c'est exponentiel. Hein. C'est sûr. Puis le deadlift, c'est pas compliqué. Tu as une barre au sol, tu la prends, tu la tires pour devenir complètement droit. Tes genoux doivent être barrés. Bon, OK. Tes épaules complètement redressées. Puis là, tu sais, on revenant un peu là, sur le fait justement de faire de la haute performance à ton âge. Quand on le voit un peu dans la société, là, on voyait, je regardais les études dernièrement qui démontraient comment, mettons, les Américains, autant ils vont développer beaucoup d'athlètes de haut niveau, autant collectivement, c'est une société qui est vraiment pas en forme, tu sais, qui a beaucoup d'obésité, etc., etc. C'est quoi ton constat un peu sur ça, là, tu sais, la santé globale, le fait de se mettre en forme et de se garder en forme, parce que ça aurait été facile pour toi de dire « Ah, je suis en retraite, on va prendre ça relax, on va prendre ma petite bière à tous les soirs, les 2 pieds sur le poêle à bois, puis ça va être ça, tu sais. » Mais c'est quoi l'importance? C'est quoi ton analyse de tout ça? Ben, moi, je savais que ça allait être très difficile pour moi de faire ça parce que j'ai cette habitude de vie-là est acquise puis ancrée. Ouais, c'est ça. C'est ta routine, en fait, l'entraînement. C'est ma routine. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça, c'est... Ben, tu sais, on dit... Tu sais, c'est comme Pierre Lavoie dit, bouger. Tu sais, soyez actifs parce qu'il peut avoir des répercussions positives sur l'état de santé global des Québécois. Donc, ils vont moins consommer en termes de soins de santé. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Parce que, tu sais, l'activité physique, là, moi, je considère l'activité physique comme un véhicule qui permet là, d'avoir une belle qualité de vie. Okay. Mais si tu veux vraiment, prends la Cadillac. La Cadillac, là, c'est la musculation. Okay. C'est l'entraînement, le renforcement musculaire. C'est ça. Moi, je pense que la priorité, elle devrait être donnée à ça. Okay. La première des activités physiques. Pourquoi? Parce que c'est connu, c'est prouvé qu'on perd à partir de 35-40 ans un certain pourcentage de masse musculaire à toutes les années, un petit 1%, 5% à peu près. Je pense, il me semble, c'est les statistiques, c'est à peu près 5% à toutes les décennies. OK. Donc, si tu n'entretiens pas ta masse musculaire, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu as perdu 30-40% rendu à 65, 70, 80 ans. Tu perds la moitié de ta masse musculaire. Ouais. Là, c'est sûr que tu vas commencer à avoir des pas. Tu vas être beaucoup moins fort. Ça va faire difficulté à te mouvoir. Ta difficulté à te mouvoir, lorsque tu vas avoir à faire un geste qui prend des poids lourds, les blessures vont arriver. Oui. Moins fort des jambes, donc moins d'équilibre. OK. Donc, c'est pour ça, je trouve que... Puis mon sport, là, il est pour ça. Mais, je veux dire, je m'attends pas à ce que tout le monde devienne un athlète d'élite. Non. Sauf d'entretenir sa machine pour conserver le plus possible ta masse musculaire, puis ta force musculaire, la qualité, la répercussion sur la qualité de vie, là, elle va être évidente. Là. Ouais. Puis pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est pour un investissement, en fait, à long terme. Regarde, là, je me redresse. Ce que je fais, là, je fais un squat. Beaucoup de personnes à 75, 80 ans sont plus capables. Pourquoi? Ils n'ont plus cette force-là ici. Ouais, dans les jambes. Il faut que tu pousses quelque chose. Ouais. Il faut que tu aies une traction. Donc, si tu entretiens ta masse musculaire, si tu cherches à développer ta force, ta qualité de vie, c'est officiel. À moyen, à long terme. Je parle pas de devenir là, un athlète comme moi. Non, je comprends. Je parle de faire attention. Parce que c'est connu qu'on perd. Tu as un niveau d'énergie, puis à un moment donné, à 40 ans, prends une petite aiguille, tac! Ça va se mettre à partir, ça. Ouais. Ça va descendre. Oui, tu peux par l'entraînement, par l'activité physique, mais la seule façon, c'est d'essayer de continuer à la remplir parce que ça va toujours couler. Ça va toujours couler. Puis à un moment donné, c'est sûr, à 90, 100 ans... Ben oui, c'est normal. Mais l'idée, c'est de garder une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. Tu sais. C'est ça.
Moi, c'est pour ça que je m'arrêterai jamais. Là. Même si j'ai des blessures, je vais guérir ma blessure, je vais arrêter de viser les performances. Mais tu as toujours resté un gars... C'est ça, depuis 12 ans que je fais ça. Là. Puis j'en ai 60. Puis ton garçon, il continue d'en faire aussi? Mon garçon, il continue, mais lui, il a 26 ans. Là, il est rendu dans l'âge, là. Il a sa copine. S'acheter une maison. Il y a d'autres, souvent, il y a d'autres priorités. Oui, c'est normal. Comme quand tu disais, quand toi tu travaillais, tu pouvais moins t'entraîner. C'est ça. Pour nourrir notre famille aussi. Puis, Mon garçon, il est toujours très performant, là, sauf qu'il compétitionne un peu moins. Là. Moi, j'étais fier dernièrement, à sa dernière compétition qu'il a faite cet été. Il a été le premier athlète au Québec qui pesait en bas de 200 livres à lever 700 livres au deadlift. 700 livres. Mon Dieu. Il pesait 180 quelques livres. Je peux même pas imaginer. C'était le premier athlète qui levait 700 livres. Ça, j'étais comme un peu fier de ça. C'est sûr. Ouais, il était réputé au deadlift de très, très fort. Puis là, c'est le fun parce que ça a été ton inspiration, mais tu dois aussi être son inspiration de réussir tout ce que tu fais à ton âge. Là. Ouais, c'est sûr que lui, il dit, garde, je vais pouvoir faire ça longtemps. Puis, Puis là, c'est quoi tes objectifs, mettons, maintenant? Là, tu me disais, là, est-ce que tu t'es réinscrit pour continuer la compétition cette année? Fin février, je vais en Saskatchewan pour aller me requalifier au Canadien. Puis en août, c'est les îles Caïmans. Puis là, dépendamment du budget, je vais peut-être faire un autre championnat du monde ou non. OK. Puis, est-ce que maintenant que tu l'as été champion du monde, est-ce que l'objectif, c'est de rester champion du monde ou t'es plus là, tu sais, c'est de j'y vais, je donne ce que je peux, tu sais, rendu là, à un moment donné, tu vas accepter ce que ça va être? Ce qui m'a motivé aussi, une autre source de motivation, là, c'est parce que je sais qu'il y a un athlète, là. Il y a 2 athlètes qui vont avoir, qui vont être dans ma catégorie d'âge, là. Puis, ça va être des athlètes, là, tu sais, encore plus forts que le Norvégien. Là. OK. Il y en a un, là, que je l'ai récemment connu, là, parce qu'il va avoir 60 ans. Il est capable d'accoter mes chiffres, là. OK. Puis ça va être un jeu d'erreur qu'il va faire. Ouais. C'est intéressant quand même. Puis il y en a un autre, un gars d'Hawaï. Lui, il a eu une carrière incroyable de dynamophilie. De powerlifting, je dirais. Puis les autres, ils appellent ça powerlifting. Puis je pense que lui, je sais pas, là, je connais pas ses chiffres, mais s'il est capable de faire un tel pourcentage de ce qu'il faisait quand il avait 40-50 ans, d'après moi, je serais pas capable de le battre. Donc, c'est ça. C'est bien motivant. C'est motivant. Puis moi, perdre contre un gars là, qui a une renommée, qui est une légende, j'ai juste hâte d'y donner la main. Avec ce gars-là. Moi. Parce que tu comprends aussi tout le travail qu'il y a derrière. Puis créer, c'est ça, un lien. Ouais. Non, c'est drôle parce que le gars, justement, que j'ai su, j'ai dit, je suis allé voir dans la base de données, puis lui, j'ai vu qu'il y avait 59 ans qui allait devenir M3. Là, j'ai trouvé son profil Instagram, puis je lui ai écrit, j'ai dit, je viens de voir que on risque de compétitionner ensemble l'an prochain, puis j'ai dit, je pense que mes records du monde vont être en jeu avec toi, puis lui, il m'a répondu, j'ai compris que c'était un vrai, il m'a répondu, il dit, essayons de rester en santé. Puis ayons juste du fun. Ouais. Ça voulait dire qu'il peut nous arriver des choses ici. Oui, on verra. On verra parce qu'on joue avec... on challenge un petit peu la gravité assez solide. Là. Ben oui. Ouais. Puis ça a l'air de quoi pour toi une semaine normale? Combien d'heures tu peux t'entraîner d'une semaine? Puis ça ressemble à quoi un peu si tu disais, ça te prend de la discipline, du focus, tu mets quand même du temps pas mal là-dedans, j'imagine. Ça peut ressembler à quoi, toi, ton investissement de temps et d'entraînement? Moi, c'est 3 sessions d'entraînement par semaine.
OK. Comme hier, je me suis entraîné. C'est 3 à 4 heures par session. OK. Sur ça, il y a une bonne heure là, pour d'échauffement, Ouais, mobilisation des articulations. Pour pas se blesser. Ah non, oui, il faut. Plus ça va, là, plus je sens. Plus ça va, plus le temps il augmente, là, tu sais. Ouais. Parce qu'il va au feeling, là, puis ça me prend normalement 45 minutes, souvent 1 heure. Puis ensuite, je fais mes levées. Je fais ça 3 fois par semaine, ça dure 3-4 heures. Puis encore une fois, pendant la semaine, dépendamment, comme moi j'ai toujours eu un petit problème, j'ai eu une blessure au hockey il y a une dizaine d'années, juste avant que je commence, je jouais au hockey. Je m'étais blessé solide à l'épaule. Puis ça traîne, ça. Ouais, tu le sens. Je le sens encore. OK. Donc, tu sais, faut que j'essaye de mobiliser ça, d'étirer ça, de garder ça. Puis là, des fois, à un moment donné, si j'ai un petit bobo, le genou, ben là, pendant la semaine, je vais faire des exercices de mobilisation, puis j'appelle ça de la rehab, là, de la réathlétisation. Ouais, OK. Ça fait un bon 15-20 heures facile par semaine. Là. Puis au niveau de l'alimentation, ça doit être aussi assez Au niveau de restrictif? l'alimentation, c'est que moi, ce que je me suis aperçu, c'est que les grammes de protéines, c'est important. OK. Tout ce J'ai besoin, c'est calcul. Tu sais, je m'organise pour avoir, tu sais, idéalement, un athlète, c'est 0,7 à 1 gramme de protéines par livre de poids. Si je m'organise à rentrer dans cette range-là toujours. Là. Donc Okay. ça implique, j'ai pas le choix de manger des œufs, le steak, les poitrines de poulet. Ça peut pas être genre des hot dogs, ça peut pas être des hot dogs puis de la pizza. Oui, c'est ça. Non, c'est pas, je mange pas tant que ça. Tu manges pas tant que ça, mais c'est calculé ce que tu manges. C'est au niveau des grammes de protéines, puis au niveau des glucides puis des lipides, ça. Je regarde pas ça, c'est la balance, à un moment donné, c'est que si je me pèse puis je prends un peu de poids, ben là, je diminue un peu, puis je suis capable de bien doser ça, là. OK. Beaucoup d'hydratation aussi, j'imagine, tu dois être... L'eau, hydrater, l'eau, supplémentation, toutes les vitamines A, B, C, D, puis le zinc, le zinc, le magnésium aussi, c'est reconnu aussi d'aider, là, que faut vraiment pas que tu sois en déficit de ça, parce que donc, je me supplémente juste pour m'assurer qu'il te manque rien, que je puisse performer. Hein. Ouais, pour éviter aussi toutes les blessures. C'est sûr qu'à mon âge aussi, des affaires comme la glucosamine, des petites affaires de même, je le prends par... je sais pas à quel point c'est... Ça aide, mais tu prends pas de chance rendu là. Je prends pas de chance, je veux dire. Fait que tu as une bonne nuit de sommeil, tu dois être quelqu'un d'assez discipliné. Encore une fois, si j'ai pas mon 8 heures, ça a de l'impact. Je vais le ressentir au moins 8 heures. Puis j'essaie de dormir un petit peu plus les séances d'entraînement pour être sûr. Pour être sûr de garder toute l'énergie. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens, justement, qui sont à la retraite puis qui ont le goût de continuer à faire... s'entraîner, mais tu sais, sans viser les championnats du monde, mais tu sais, le côté compétition est quand même intéressant là-dedans. Il me semble que ça nous amène à nous dépasser. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui dit, là, je sais pas, là, tu sais, moi, j'ai pas encore ton... Moi, j'ai 50 ans. Je suis un gars qui a été blessé au genou, fait que je suis moins en forme que je l'étais, tu sais, mais pour garder la forme, c'est quoi tes meilleurs conseils pour les gens, pour les amener à continuer, en fait, de faire de l'activité puis de garder la forme? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt, hein, mais moi, je dirais, c'est ce qui est difficile, c'est l'habitude de vie. C'est garder ça dans comment ta créer routine, l'habitude de vie. Oui, tu peux commencer, si c'est pas par une marche, de la marche, du vélo, un sport, mais c'est simple. C'est des patrons de mouvement. Hein. Ouais. Le squat, si tu fais un squat, tu t'accroupis, tu te lèves, tu sais que tu vas travailler tes jambes, ton dos. Tu sais, c'est pas compliqué, puis t'as pas besoin au début de charge. Des juste squats. de le faire, ben oui. Ouais. Puis un autre patron de mouvement, c'est une traction. Tu vas tirer une charge, ou ça peut être un élastique. Là, tu sais que tu vas renforcer tout le dos, les bras. T'as des mouvements de patron de mouvement, de poussée. Ça peut être à l'horizontale, ça peut être à la verticale, à l'horizontale. Juste des 5-6 mots. Essaie d'intégrer
4-5 mouvements de base comme ça. Pour Pour entretenir cette cette force, pour entretenir. Parce que des fois, j'ai l'impression, quand tu vas au gym, il y a des gens qui font le tour des machines, mais ils font le tour des machines, puis ils font le tour des machines, mais ils comprennent pas nécessairement à quoi ça leur sert ou comment bien les utiliser. Ouais. T'as-tu cette impression-là, des fois? Ah oui. Ouais. Oui, tout envoie. Oui. C'est pour ça que je m'entraîne plus dans les gyms. Moi, j'ai préféré m'équiper avec l'équipement de powerlifting. Ouais. Oui, je trouve que c'est pas toujours bien vendu, là. Ouais. Mais garde, c'est... Mieux qu'il fasse ça qu'il fasse rien. Ouais. Ouais. Super. Hey, merci beaucoup, Harold Veilleux, d'être venu me rencontrer. C'est vraiment une super expérience, très inspirant. Puis j'espère que tu vas être un modèle, puis que on va se rappeler de toi longtemps. Tu nous as rendu fiers, en tout cas, les gens de la MRC Maria Chapdelaine, de faire ça. C'est très, très, très inspirant. Et tu as beaucoup d'humilité. Pour vrai, là, je tiens à te féliciter. Je trouve que ça manque beaucoup d'humilité dans le monde aujourd'hui. Puis je trouve que pour tout ce que tu as fait, tu restes vraiment la tête froide. Puis super belle rencontre pour moi. Merci beaucoup, Harold Veilleux. J'aurais peut-être un petit quelque chose avant de... c'est sûr, ça demande d'humilité de faire ça, mais parce que dernièrement, je regardais ça, je m'étais préparé, mais au niveau financier, parce que je sais qu'il y a des athlètes qui, s'il y a des entreprises ou des personnes qui aimeraient s'associer pour valoriser un peu la force, la qualité de vie, la forme physique. S'il y en a qui aimeraient s'associer puis m'offrir des commandites, moi, je pourrais peut-être me trouver une façon de donner de la visibilité dans les sites de compétition et tout. Donc, juste un appel à la population, s'il y en a qui voulaient m'aider, parce que, comme je vous le dis, j'étais prêt à faire ma retraite, mais pas à le faire en faisant 3-4 voyages par année. Ouais, je comprends. Donc, honnêtement, au niveau financier, j'aurais besoin d'aide. Puis s'il y en a au niveau des entreprises qui aimeraient m'appuyer, j'accepterai votre aide avec plaisir. Le message est lancé, puis je suis certain que tu vas avoir des retours. Parce qu'on est fiers de toi, Harold, dans la MRC Maria Chapdelaine, puis je suis certain que tu vas trouver des gens qui vont venir t'encourager et qui vont pouvoir t'aider à continuer de réaliser tes rêves. Merci de nous faire rêver aussi. Merci. Merci. On vient de me casser la main, mais non, c'est pas vrai. Hey, merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Coche. Bonne semaine. Thank you.